Vous à l'amour riche et high. Les mots de Raphaël tranchèrent l'air de la salle à manger comme une lame de glace, faisant taire même le cliquetis des couverts sur la porcelaine. L'écho de sa voix résonnait dans les murs en acajou, tandis que tous les présents, ma fille Laure, ma nièce Camille, même les domestiques qui servaient le dîner restaient figés, comme si le temps s'était arrêté à cet instant. J'ai senti mon cœur s'accélérer, non pas de surprise, mais d'une douleur profonde qui me transperçait comme un poignard. Mais voilà Hélène Dubois, à 68 ans, humiliée dans ma propre maison par l'homme que j'avais accueilli comme un fils, après avoir annoncé ma décision de laisser toute ma fortune à des œuvres caritatives. Le sourire que je portais quelques secondes auparavant, tandis que j'expliquais mon testament avec la joie de qui a enfin trouvé un sens plus grand à sa richesse, s'est effacé complètement. Les yeux de Raphaël brillaient d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant, une avidité aussi crue et dénudée qu'elle m'a fait douter de connaître vraiment cet homme qui avait épousé ma fille unique. Le silence qui suivit était assourdissant. Laure, ma précieuse Laure, était pâle comme un linge, ses lèvres tremblaient tandis qu'elle alternait son regard entre moi et son mari, comme incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Camille, toujours aussi forte et déterminée, avait les sourcils foncés, visiblement choquée par l'audace de Raphaël. Et moi, je me suis senti comme si j'avais été dépouillé devant des étrangers, exposé dans toute ma vulnérabilité, mes années de générosité et d'amour piétinées par des mots aussi cruels qui résonnaient encore dans mes oreilles. Riche et high, c'est ainsi qu'il me voyait, c'est ainsi que tout le monde me voyait. Je me suis levé lentement de mon fauteuil, sentant le poids de mes années, mais aussi quelque chose de plus, une force que je ne savais plus posséder. Ma main tremblait légèrement en se posant sur la table, mais ma voix est sortie ferme, presque un murmure. Raphaël, je crois que tu ferais mieux de réfléchir à tes mots. Il a ri, un rire amer et irrespectueux qui a fait bouillir mon sang. Réfléchir, Hélène, vous jetez par-dessus bord des décennies de travail, des décennies de construction familiale, pour jouer les saintes auprès d'un tas d'inconnus. Et nous qui avons toujours été à vos côtés, qu'est-ce qu'on obtient? Les miettes de votre mauvaise conscience. Chaque mot était comme une gifle. Ce n'était pas seulement la cupidité qui parlait, c'était des années de ressentiment accumulés, d'une envie qu'il avait cachée derrière de faux sourires et des embrassades calculées. À cet instant, observant le visage crispé de Raphaël, les larmes silencieuses de Laure et l'indignation contenue de Camille, j'ai compris que ma vie avait atteint un tournant. Il ne s'agissait plus seulement d'une décision concernant un héritage, il s'agissait d'une bataille pour ma dignité, pour mon héritage et pour la préservation des valeurs que j'avais construites tout au long de ma vie. Et tandis que Raphaël poursuivait sa diatribe cruelle, me rappelant chaque centime que j'avais gaspillé en œuvres caritatives, un souvenir lointain a commencé à émerger dans mon esprit, comme si le passé m'appelait pour trouver des forces dans le présent. J'ai fermé les yeux un instant et je me suis transporté 40 ans en arrière, lorsque j'étais une jeune veuve de 28 ans, enceinte de Laure et confrontée à la faillite de la petite entreprise que mon mari avait laissée derrière lui. Je me souviens être assise dans ce même bureau, entourée de piles de factures à payer et de documents de dette, avec mon ventre de 7 mois pesant comme une ancre, tandis que des larmes de désespoir coulaient sur mon visage. Joachim était mort dans un accident de voiture 3 mois auparavant, me laissant avec une entreprise en difficulté, des dettes que je ne savais même pas exister et un avenir incertain devant moi. En ces jours sombres, alors qu'il semblait que le monde s'était écroulé sur moi, j'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder. Je me souviens vivement du matin où j'ai pris la décision qui allait changer ma vie à jamais. C'était un jour froid de juin, et j'étais dans la cuisine de cette même maison, en train de préparer un thé pour calmer les nausées de la grossesse, quand on a frappé à la porte. C'était le comptable de l'entreprise, Monsieur Antoine, un homme bon qui avait travaillé avec Joachim pendant des années. Il tenait une enveloppe dans ses mains tremblantes et avait les larmes aux yeux. « Madame Dubois, a-t-il dit, j'ai trouvé ceci parmi les papiers de votre mari. C'est une police d'assurance vie qu'il a souscrite en secret. Ce n'est pas beaucoup, mais cela suffira à régler les dettes, et il vous restera un peu pour recommencer. » Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe et vu le montant, j'ai senti comme si Joachim était là, prenant soin de nous-mêmes après sa mort. C'était exactement ce dont j'avais besoin, non pas pour vivre dans le luxe, mais pour avoir une seconde chance. Avec cet argent, je n'ai pas acheté de vêtements chers ni de bijoux. J'ai investi chaque centime dans la création d'une petite entreprise de confection, travaillant 16 heures par jour, cousant jusqu'à ce que mes doigts saignent, vendant de part à part avec Laure encore bébé dans sa poussette.
Je me souviens des nuits où elle pleurait de faim et où je pleurais de fatigue, mais je n'ai jamais abandonné. Chaque pièce vendue était une victoire, chaque client conquis était un pas vers l'indépendance. Les voisins me regardaient avec pitié et parfois avec mépris, chuchotant qu'une veuve avec un enfant ne pourrait jamais subvenir à ses besoins seule. Mais ils avaient tort. En 5 ans, ma petite entreprise de confection était devenue une entreprise de taille moyenne, employant d'autres femmes qui, comme moi, avaient besoin d'une occasion de recommencer. 10 ans plus tard, un tournant, le véritable tournant a eu lieu 10 ans plus tard, lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. C'était un pari risqué, mais j'avais appris à faire confiance à mon intuition. J'ai acheté mon premier terrain dans un quartier que tout le monde considérait comme sans avenir, mais j'y voyais un potentiel là où les autres ne voyaient que délabrement. J'ai construit des maisons simples, mais dignes, les vendant à des prix justes aux familles travailleuses. De bouche à oreille, ma réputation s'est faite, et bientôt j'avais une liste d'attente pour mes propriétés. Il ne s'agissait pas seulement de profit, il s'agissait de donner aux gens ce que j'avais perdu et reconquis, un foyer, une base solide sur laquelle construire leurs rêves. Lorsque Laure a eu 15 ans, j'étais déjà à la tête de l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. Mais le succès financier ne m'a jamais fait oublier d'où je venais. J'ai créé un programme au sein de l'entreprise où 10% des bénéfices étaient automatiquement destinés aux orphelinats et aux maisons de retraite. Je voyais là non seulement une responsabilité sociale, mais puis un parfum d'honorer la mémoire de contrefend de reçu une NSI. Pure de médecine pour toutes les bénédictions que j'avais reçues. Laure a grandi en me voyant visiter ces institutions, en rencontrant des enfants abandonnés et des personnes âgées oubliées, apprenant que la richesse sans but n'est qu'une accumulation vaine. C'est lors d'une de ces visites à la maison Sainte-Anne, il y a 15 ans, que j'ai rencontré Raphaël. Il travaillait comme comptable bénévole pour l'institution, toujours bien habillé, toujours avec un sourire gentil pour les enfants. Laure m'avait accompagné ce jour-là, et j'ai vu dans son regard une fascination immédiate. Raphaël était beau, intelligent, éloquent. Tout ce qu'une mère pouvait souhaiter pour sa fille. Il savait exactement quoi dire, comment se comporter, et il faisait preuve d'une passion admirable pour les projets sociaux de l'orphelinat. Pendant des mois, j'ai suivi de loin leur fréquentation, voyant ma fille s'épanouir comme jamais auparavant. Lorsqu'il m'a demandé ma bénédiction pour épouser Laure, j'ai senti que Dieu complétait enfin notre famille. Les premières années de leur mariage ont été harmonieuses. Raphaël a intégré l'entreprise en tant que directeur financier, se montrant compétent et dévoué. Laure rayonnait, travaillant sur ses propres projets d'action sociale, et je me sentais comblé en voyant la continuité des valeurs que je chérissais tant. Raphaël suggérait même des extensions à nos programmes de charité, proposant des partenariats avec d'autres entreprises et des méthodes plus efficaces de distribution des ressources. Je pensais avoir trouvé non seulement un gendre, mais un véritable partenaire dans la mission d'utiliser notre prospérité pour transformer des vies. Mais les gens changent, ou révèlent peut-être qui ils sont vraiment lorsque les circonstances changent. Au cours des 3 dernières années, j'ai commencé à remarquer des changements subtils chez Raphaël. Il remettait en question chaque don que je faisais, toujours avec des arguments apparemment rationnels sur la gestion efficace des ressources et la planification à long terme. Ces visites aux orphelinats sont devenues de plus en plus rares, remplacées par des réunions avec des investisseurs importants qui n'étaient jamais présentés à la famille. Laure a commencé à avoir l'air préoccupée, bien qu'elle éludait toujours la question lorsque je lui demandais si tout allait bien. Camille, ma nièce et spécialiste de la conformité de l'entreprise, a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Il y a 6 mois, elle est venue à mon bureau avec une expression grave et une chemise pleine de documents. Tante Hélène, a-t-elle dit, hésitante, je dois vous parler de certaines irrégularités que j'ai trouvées dans les rapports financiers. Ce qu'elle m'a montré était choquant, des transferts non autorisés, des contrats signés à mon insu, des réunions avec des actionnaires auxquels je n'avais pas été invité. Raphaël orchestrait quelque chose dans mon dos, utilisant ma confiance et sa position dans l'entreprise à des fins que je ne comprenais pas encore complètement. Lorsque j'ai confronté Raphaël sur les documents, il a réagi par une explosion de colère qui m'a effrayé. Il a crié que j'étais une vieille paranoïaque, qui ne faisait pas confiance à sa propre famille, que Camille essayait de semer la discorde parce qu'elle enviait sa position dans l'entreprise. Mais ses yeux révélaient quelque chose de différent. Il y avait de la panique,
la terreur de quelqu'un qui a été découvert. Laure, pauvre fille, était partagée entre défendre son mari et me croire, finissant par me supplier de mettre fin à ces disputes qui détruisaient la famille. C'est alors que j'ai décidé d'accélérer mes projets de testament. Si Raphaël complotait quelque chose contre moi, je devais protéger mon héritage de la seule manière que je connaissais en garantissant qu'il serait utilisé pour le bien, quoi qu'il m'arrive. J'ai passé des semaines avec mon avocat, Maître Dubois, un ami de longue date qui m'avait accompagné depuis les premiers jours de l'entreprise. Ensemble, nous avons rédigé un testament qui destinerait 90% de mes biens aux œuvres de charité que je soutenais depuis des décennies, avec une petite partie réservée à Laure, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je voulais la protéger de la cupidité qui avait contaminé son mariage. Le dîner de ce soir-là devait être une célébration, une occasion de partager ma décision avec ma famille et d'expliquer les raisons qui la sous-tendaient. J'avais préparé un discours émouvant sur l'héritage, le but et la joie de savoir que ma richesse continuerait à faire la différence dans le monde même après mon départ. Je n'aurais jamais imaginé être accueilli avec autant d'hostilité, tant de cruauté. Les paroles de Raphaël ne m'ont pas seulement blessé, elles m'ont ouvert les yeux sur une réalité que je m'étais refusé à voir. Dans les jours qui ont suivi ce dîner dévastateur, je me suis plongé dans une enquête approfondie sur les activités de Raphaël. Avec l'aide de Camille et de Maître Dubois, nous avons découvert un réseau complexe de manipulation financière qui allait bien au-delà de ce que j'imaginais. Raphaël avait convaincu un groupe de petits actionnaires de s'unir contre moi, leur promettant des rendements extraordinaires s'ils réussissaient à forcer la vente d'une partie importante de l'entreprise. Il présentait de fausses projections, affirmant que mes dépenses excessives en matière de charité nuisaient à la rentabilité et que sous sa direction, les bénéfices pourraient tripler. Le plus douloureux a été de découvrir que Raphaël avait contracté d'énormes dettes personnelles, dettes de jeu, prêts usuraires, investissements ratés dans des schémas douteux, et qu'il comptait utiliser sa part de l'héritage pour les rembourser. Laure ne savait rien. Ma pauvre fille vivait dans une bulle d'illusion, croyant que son mari était l'homme intègre dont elle était tombée amoureuse. Les preuves étaient accablantes, relevés bancaires, enregistrements de conversations, contrats secrets. Raphaël n'était pas seulement cupide, il était désespéré. Camille est devenue mon allié la plus farouche pendant cette période. Ensemble, nous passions des nuits entières à examiner des documents, à élaborer des stratégies, à préparer notre défense. Fatante, me dit-elle un soir, alors que nous analysions un contrat particulièrement suspect, Fatan, vous ne pouvez pas le laisser détruire tout ce que vous avez construit. Cette entreprise n'est pas seulement votre patrimoine, c'est votre héritage, c'est l'avenir de centaines de familles qui dépendent des emplois ici, c'est l'espoir de milliers d'enfants et de personnes âgées qui bénéficient de vos projets. Ces paroles ont résonné en moi comme un appel aux armes. Il ne s'agissait plus d'une dispute familiale, c'était une bataille pour l'âme de l'entreprise que j'avais construite avec tant de sueur et de larmes. Le tournant décisif est arrivé lorsque Maître Dubois a obtenu accès au registre téléphonique de Raphaël. Les enregistrements ont révélé des conversations avec un journaliste corrompu, planifiant de divulguer des informations déformées sur ma supposée sénilité et cette incapacité à gérer les affaires. Le plan était de ternir ma réputation publiquement, de forcer une intervention judiciaire et de prendre le contrôle de l'entreprise sous prétexte de protéger les intérêts des actionnaires. C'était un coup calculé et cruel, orchestré par quelqu'un que j'avais aimé comme un fils. À ce moment-là, assise dans mon bureau à 2 heures du matin, écoutant la voix froide et calculatrice de Raphaël conspirer contre moi, quelque chose a définitivement changé dans mon cœur. La douleur de la trahison s'est transformée en une détermination de fer. Il voulait une guerre, alors il aurait pour une guerre. Mais elle serait menée à mes conditions, avec mes règles, en utilisant les armes que je maîtrisais, la vérité, la justice et le pouvoir transformateur de l'opinion publique. J'ai décidé de ne pas affronter Raphaël seulement devant les tribunaux ou dans les salles de réunion. S'il voulait remettre en question publiquement mes capacités et mon caractère, je montrerai au monde qui j'étais vraiment et ce que ma fortune avait construit. J'ai engagé Marina Santos, une journaliste d'investigation connue pour son intégrité et son courage, pour documenter mon histoire et exposer les manipulations de Raphaël. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice. Marina a passé 2 semaines avec moi, visitant chaque institution que je soutenais,
interviewant les bénéficiaires, documentant les projets, recueillant des témoignages. Ce fut un voyage émotionnellement intense, qui m'a permis de voir mon travail à travers les yeux des autres. À la Maison Sainte-Anne, j'ai rencontré Miguel, un jeune homme de 20 ans, qui avait grandi à l'orphelinat et qui étudiait maintenant la médecine grâce à une bourse que je finançais. Face à Madame de Boissé, a-t-il dit les larmes aux yeux, ce fut n'imaginez pas combien de vies vous avez touchées. Je ne suis qu'un parmi des centaines. Sans votre aide, je serais dans la rue, ou pire. Ces paroles m'ont rappelé pourquoi j'avais fait ces choix, pourquoi ma fortune devait servir à un but supérieur. Et si vous suivez cette histoire et que vous vous sentez inspiré par des parcours de dépassement et de résistance face aux adversités, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, qui montrent comment la force intérieure peut surmonter n'importe quelle tempête. Le documentaire de Marina a été diffusé en heure de grande écoute, 3 semaines avant l'Assemblée générale décisive des actionnaires que Raphaël avait convoquée. L'impact a été dévastateur. Pour lui, les images des enfants de l'orphelinat parlant de comment cela fait marraine Hélène C. avaient changé leur vie, les témoignages des personnes âgées de la maison de retraite décrivant la dignité que mes programmes leur avaient redonnée, les statistiques impressionnantes sur l'impact social de mes investissements, tout cela a créé une vague de soutien public qu'aucun de nous n'avait anticipé. Le hashtag #richesse avec un but est devenu viral sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de solidarité et critiquant l'avidité démesurée de ceux qui remettaient en question ma décision. L'atmosphère en entreprise a radicalement changé. Les employés qui étaient restés neutres auparavant ont commencé à manifester ouvertement leur soutien à ma cause. Les petits actionnaires, qui avaient été séduits par les promesses de Raphaël, ont commencé à remettre en question leur propre motivation en voyant les répercussions négatives de leur position. Certains sont même venus me présenter leurs excuses et retirer leur soutien au groupe de Raphaël. La pression sociale est devenue insupportable pour quiconque osait se positionner contre une dame de 68 ans dont la seule a forcée était de vouloir utiliser sa fortune pour aider les plus défavorisés. Raphaël, voyant son plan s'effondrer, est devenu de plus en plus désespéré. Ces tentatives de contre-attaque n'ont fait qu'aggraver sa situation. Lorsqu'il a tenté de démentir le documentaire, alléguant que j'avais solacé à sa TC, les témoignages, Marina a présenté des preuves irréfutables de toutes ces déclarations. Lorsqu'il a tenté de remettre en question ma capacité mentale, Maître Dubois a publié de récents rapports médicaux qui prouvaient ma parfaite lucidité. Chaque mouvement de Raphaël ne faisait que confirmer ce que le public avait déjà conclu. Il était un homme cupide essayant de s'approprier l'héritage d'une femme généreuse. Laure, pauvre enfant, s'est retrouvée au milieu de l'ouragan. Pendant des semaines, elle a refusé de prendre parti, espérant que la situation se résolve magiquement. Mais lorsque Marina a présenté les preuves des dettes secrètes de Raphaël, y compris des prêts contractés en son nom à son insu, quelque chose s'est brisé en ma fille. Elle est venue me voir un soir, les yeux rouges de larmes, tenant les documents que Camille lui avait montrés. « Maman, dit-elle, la voix brisée par l'émotion, je ne savais rien de tout ça. Il m'a dit que c'était des investissements légitimes, qu'il diversifiait notre portefeuille. J'ai découvert que notre maison est hypothéquée, qu'il a utilisé mon nom pour garantir des prêts que je n'ai jamais autorisés. Il m'a menti pendant des années. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait, ressentant la douleur d'une mère qui voit sa fille découvrir que le grand amour de sa vie était une illusion. Mais j'ai aussi ressenti un soulagement en voyant que Laure voyait enfin la vérité, que nos liens familiaux étaient plus forts que les manipulations de Raphaël. L'Assemblée générale des actionnaires s'est déroulée par une froide matinée de septembre dans l'auditorium principal de l'entreprise. L'atmosphère était tendue, journalistes, employés et investisseurs occupant tous les sièges disponibles. Raphaël avait convoqué la réunion en espérant compter sur le soutien de ses alliés, mais la réalité qu'il a rencontrée était bien différente. Beaucoup d'actionnaires qui auparavant le soutenaient l'évitaient maintenant, certains ont même changé de place lorsqu'il a tenté de s'approcher. La répercussion du documentaire avait créé un climat hostile à quiconque remettait en question mon intégrité. Lorsque Raphaël s'est levé pour présenter sa motion de protection des intérêts des actionnaires, un euphémisme pour me destituer du contrôle de l'entreprise, sa voix tremblait de nervosité. Il a essayé de garder son calme, parlant de gestion responsable et de maximisation des profits, mais ses paroles sonnaient creuses au vu de tout ce qui avait été révélé. L'assistance l'écoutait dans un silence de mort, un silence qui n'était pas celui d'une attention respectueuse,
mais celui de la gêne et de la désapprobation. Quand ce fut mon tour de prendre la parole, je me suis levé lentement, sentant le poids des années, mais aussi une force intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je me suis dirigé vers le micro avec la dignité de celle qui avait consacré toute une vie à construire quelque chose de plus grand qu'elle-même. J'ai regardé directement Raphaël, puis l'assistance, et j'ai commencé à parler d'une voix ferme et claire. Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui non pas pour me défendre mais pour défendre les valeurs qui ont toujours guidé cette entreprise. Pendant 40 ans, j'ai construit cette entreprise sur des piliers simples. C'était le travail honnête, la responsabilité sociale et la certitude que notre succès n'a de sens que s'il est partagé avec ceux qui en ont le plus besoin. J'ai fait une pause, observant les visages dans l'assistance, voyant l'approbation dans les yeux de la plupart. Certains remettent en question ma décision de destiner mon héritage à la charité, affirmant que cela nuit aux intérêts des actionnaires. Je me demande quel genre d'intérêt se nourrit de la misère d'autrui? Quel genre de succès ignore la souffrance des plus défavorisés? J'ai poursuivi mon discours en présentant des données concrètes sur l'impact social de nos programmes, des statistiques sur le retour d'image et de réputation que notre responsabilité sociale apporte à l'entreprise, des preuves montrant comment nos employés étaient plus productifs et loyaux précisément parce qu'ils travaillaient pour une organisation ayant un but. Ce n'était pas seulement un discours émotionnel, c'était une présentation technique qui démolissait complètement les arguments de Raphaël sur l'efficacité et la rentabilité. Le moment décisif est arrivé, lorsque j'ai présenté les preuves des manipulations de Raphaël. Une par une, j'ai affiché à l'écran les preuves de ces magouilles, contrats frauduleux, transferts non autorisés, réunions secrètes avec des concurrents, tentatives de sabotage interne. Cet homme, et je dis en désignant directement Raphaël, ne se préoccupe pas de l'avenir de cette entreprise ni du bien-être des actionnaires. Il est désespéré de sauver sa peau, prêt à détruire tout ce que nous avons construit ensemble pour satisfaire sa cupidité personnelle. Raphaël a tenté de se défendre, criant que j'ai inventé des calomnies et que les preuves étaient fabriquées. Mais sa réaction désespérée n'a fait que confirmer tout ce que j'avais présenté. Il a complètement perdu son sang-froid, révélant à tous le visage cruel et cupide que j'avais vu lors de ce dîner fatidique. Laure, assise au premier rang, ne pouvait même pas regarder son mari, tant sa honte et sa déception étaient grandes. Le vote a été une formalité. Sur les 127 actionnaires présents, seuls 8 ont voté en faveur de la motion de Raphaël, et même ceux-ci semblaient gênés par leur choix. La proposition a été rejetée à une écrasante majorité, et Raphaël a été officiellement destitué de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise. Plus que cela, une nouvelle motion a été approuvée, stipulant qu'au moins 15% des bénéfices annuels seraient définitivement destinés à des projets sociaux, créant la Fondation Hélène Dubois comme bras officiel de l'entreprise pour les actions de responsabilité sociale. L'issue pour Raphaël a été rapide et définitive. Sans emploi, sans soutien, et avec des dettes qu'il ne pouvait pas rembourser, il a tenté un dernier mouvement désespéré, faire chanter Laure en menaçant de divulguer des informations intimes sur notre famille. Ce fut l'erreur finale. Laure, qui jusqu'alors avait tenté de protéger le mariage malgré tout, a finalement compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elle a elle-même remis les enregistrements des tentatives de chantage aux autorités. Et Raphaël a fini par répondre pénalement de contraintes et de tentatives d'extorsion. La transformation de Laure après la fin du mariage a été impressionnante. Libérée du poids d'une relation toxique, ma fille a fleuri comme un papillon sortant de sa chrysalide. Elle a pris la direction de la Fondation Hélène Dubois avec une passion et un dévouement qui m'ont rappelé la jeune idéaliste qu'elle avait toujours été, avant que Raphaël n'étouffe ses rêves avec ses ambitions égoïstes. Ensemble, nous avons étendu nos projets à des domaines auxquels je n'avais jamais pensé. Des programmes de microcrédit pour les femmes entrepreneurs, des bourses d'études pour les jeunes talents issus de familles défavorisées, des centres d'aide pour les personnes âgées abandonnées. Raphaël, ironiquement, a trouvé une forme de rédemption dans sa chute. Ruiné financièrement et socialement, il a été forcé de confronter ses choix et de chercher de l'aide psychologique. Grâce à Laure, j'ai appris qu'il fréquentait des groupes de soutien pour joueurs compulsifs et qu'il essayait de reconstruire sa vie de manière plus honnête. Je ne peux pas dire que je lui ai entièrement pardonné. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser rapidement. Mais je reconnais que son chemin d'introspection est peut-être le premier pas véritable qu'il ait fait depuis des années. Aujourd'hui, 2 ans après ce dîner qui a changé nos vies,
Je suis assise dans ce même bureau où tout a commencé, et je réfléchis au chemin parcouru. La Fondation Hélène Dubois a déjà directement bénéficié à plus de 50 000 personnes, créé 200 emplois permanents et inspiré d'autres entreprises de la région à adopter des programmes similaires de responsabilité sociale. Laure a trouvé un nouvel amour, un médecin bénévole qu'elle a rencontré dans le cadre de l'un de nos projets, et rayonne d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Camille a été promue directrice de la conformité et est devenue l'une des dirigeantes les plus respectées du secteur. Mais le plus grand trésor que j'ai découvert dans ce voyage est une vérité que j'avais oubliée. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte bancaire, mais au nombre de vies que nous avons pu toucher positivement. Chaque enfant qui peut étudier grâce à nos bourses, chaque personne âgée qui reçoit des soins dignes dans nos maisons de retraite, chaque famille qui acquiert sa propre maison grâce à nos programmes de logement, ils sont mon véritable héritage, mon legs immortel. La phrase cruelle de Raphaël, « Vous allez mourir riche et haï », c'est avéré prophétique, mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. Je vais mourir riche, oui, mais riche en accomplissement, en amour reçu et rendu, en mission accomplie. Et quant à la haine, j'ai découvert que lorsque nous vivons avec intégrité et générosité, la haine des envieux se transforme en admiration des dignes. Les milliers de lettres que je reçois chaque mois de bénéficiaires de nos programmes prouvent que l'amour triomphe toujours de la haine, que la générosité surpasse toujours l'avidité. J'ai appris que faire face à la trahison et à l'ingratitude ne nous diminue pas, cela nous renforce. Valeur, la sagesse d'utiliser ses dons pour le bien des autres, et la certitude qu'au final, il vaut toujours la peine de choisir l'amour plutôt que la haine, la générosité plutôt que l'avidité, l'espoir plutôt que le désespoir. Car moi, Hélène Dubois, j'ai choisi d'être rappelé non par le montant de mon compte bancaire, mais par la grandeur de mon cœur. Et c'est un héritage que personne ne pourra jamais remettre en question ou détruire.